Dans cette séquence, nous allons regarder ensemble le concept de vectorisation qui est fondamental dans Scilab. C'est un concept au cœur du logiciel. On dit que Scilab est un langage vectorisé. Pour mettre en évidence la problématique de la vectorisation, il faut manipuler des données, des vecteurs par exemple, qui sont de taille importante. Donc, dans la séquence qui suit, nous allons manipuler des vecteurs qui sont créés par création aléatoire de valeurs entre 0 et 1, avec un nombre très très important de composantes. En l'occurrence, on aura 1 million de composantes. Alors ici, nous utilisons la commande random pour créer un vecteur de une ligne et de 10 colonnes. Donc les valeurs sont comprises entre 0 et 1, mais cette taille est insuffisante, donc je crée à présent un vecteur A, et lui aura la dimension, une ligne et 1 million de colonnes. Donc pour avoir le volume de données qui met en lumière la nécessité de vectoriser. Je mets un point-virgule pour inhiber l'affichage, sans quoi je remplis mon écran de valeurs numériques. De la même façon, je crée un second vecteur B de même dimension, une ligne, 1 million de composantes. Et puis le but à présent, c'est de faire le produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors je peux le faire de deux façons différentes. Je peux calculer le produit point étoile entre A et B, donc composant par composant, et ensuite je somme avec la fonction sum, je somme toutes les composantes et j'obtiens un résultat numérique, 250 000 et quelques, qui correspond au produit scalaire des deux vecteurs de dimension 1 million. Je peux également obtenir ce produit scalaire en faisant A fois B transposé. Vous constatez pour chacune de ces instructions que le résultat est immédiat en dépit de la taille importante des données. En langage compilé, on aurait procédé de façon tout à fait différente. On aurait initialisé une somme partielle S à 0, et ensuite on aurait écrit une boucle for k égale 1 jusqu'à 1 million, jusqu'à la dimension du vecteur, et ensuite S égale S plus kème composante de A fois kème composante de B. C'est-à-dire que on construit la somme totale par ajout successif des sommes partielles à travers une boucle. Et lorsque j'exécute cette instruction, vous constatez que le logiciel a tourné quelques secondes. Bien sûr, on obtient le même résultat parce que du point de vue logique, c'est exactement la même chose. Par contre, le temps d'exécution est bien plus long. Il faut retenir que Scilab est vectorisé, ce qui signifiera pour nous qu'il faut absolument éviter autant que possible d'écrire des boucles, parce que l'exécution de ces boucles prend du temps, contrairement aux fonctions natives Scilab, comme la fonction sum ou le produit matriciel, qui sont compilées et beaucoup plus rapides. Donc la boucle existe, servira ça ou là, mais il faudra l'éviter. Alors dans la suite, on va mettre un petit peu ça en évidence. Je crée ici un vecteur t qui est un vecteur qui va de 0 jusqu'à 3,999 avec un incrément de 1 exposant moins 3. Donc en fait 4000 valeurs comme vous pouvez le constater dans le navigateur de variables. Ici je crée un vecteur x que j'obtiens en appliquant la fonction sinus, mais sur le vecteur t, si bien que j'ai directement 4000 valeurs que je peux ensuite tracer avec l'instruction plot, et vous constatez ici qu'il n'a pas été besoin d'écrire une boucle pour créer ces 4000 valeurs de la fonction sinus. C'est la vectorisation. J'ai directement appliqué la fonction sinus qui accepte comme argument d'entrée non pas seulement un scalaire, mais un vecteur de dimension quelconque, plutôt que d'écrire une boucle qui prendrait un temps d'exécution beaucoup plus long. Maintenant, je vais créer un vecteur x par combinaison de plusieurs fonctions trigonométriques. Mon sinus initial avec une période, puisque c'est 2π fois t sur 4. Et puis je rajoute avec une amplitude de 2 un cosinus à fréquence doublée, puisque j'écris comme argument 2 fois π fois 2 fois t sur 4. J'ajoute un sinus d'amplitude 4 à la fréquence triple, puisque l'argument vaut 2 fois π fois 3 fois t sur 4. Et enfin,
une dernière fonction trigonométrique ajoutée, un cosinus à la fréquence quadruple, puisque c'est 2 fois pi fois 4 fois t sur grand 4. Et lorsque j'affiche le résultat, eh bien j'ai ma fonction sinusoïdale composée de 4 fréquences que vous avez vues à l'écran. Je peux créer un vecteur y de façon analogue en permutant un peu les fonctions trigonométriques sinus, en combinant les fonctions sinus ou cosinus, et puis en modifiant aussi un peu les amplitudes de manière à avoir des données un petit peu différentes. Donc ici, cos devient sinus, là l'amplitude 4 passe à 2, et enfin, pour la dernière composante, l'amplitude qui valait 1 est passée à 4, et je trace ma fonction y résultante, et voilà le résultat. Vous obtenez une fonction dont on voit qu'elle est combinée de plusieurs fonctions sinusoïdales. Donc je répète, il faut comprendre qu'il n'est pas besoin ici d'écrire des boucles comme on l'aurait fait dans un langage compilé, et c'est grâce à la vectorisation des fonctions syllabes qu'on obtient des résultats par simple appel de ces fonctions sur des vecteurs, voire des matrices.